So welcome back from our short break. And our next panel is on Section 1, Official Languages and Aboriginal Peoples. We're going to start it maybe a couple minutes early so we can have a couple minutes afterwards before our next panel. So the chair for this panel is Professor Angela Cameron from the University of Ottawa, and she will be leading the panel today. Welcome everybody to our panel on official languages and Aboriginal peoples. Les présentations aujourd'hui se déroulent en anglais et en français. Chaque membre du panel a 15 minutes pour nous présenter leur français et après il y aura environ 15 minutes pour des questions. I'll briefly introduce our panels in the order in which they will speak. First on my left is Professor Larry Chartrand of the Métis Nation. He's a professor here at the Faculty of Law at the University of Ottawa. From 2004 till 2007, he served as the Director of Aboriginal Self-Government Program at the University of Winnipeg, and he's currently the President, Adjudicator, and Founding Member of the Indigenous Bar Association Scholarship Fund. At the very end of the table, we'll find Professor Ingrid Roy. Elle est avocate et professeure à l'Université de Sherbrooke et de Montréal. Elle est experte en droit constitutionnel et travaille comme avocate pour le commissionnaire officiel des langues, incluant dans la case de Hervé Beaulac dans la Cour suprême. Et au milieu, on se trouve Monsieur Francis Demers. He's litigation counsel with the Attorney General of Quebec, where he practices mainly in the areas of division of powers, language rights, and human rights. He's also a lawyer and has appeared before trial and appellate courts at the provincial and federal levels, including the Supreme Court of Canada. So we'll begin. On va commencer avec notre collègue, Professeur Chartrand. Merci beaucoup. Thank you very much. Oops. I think I turned on our good. Thank you for the invitation, the Ottawa Law Review and the organizers of the symposium. It's a pleasure to be here. First of all, I want to acknowledge the fact that we are on unsurrendered Algonquin territory. There is no treaty that exists between the Algonquin peoples who occupy this territory, traditionally a Canadian state. So the reality is that Canada's sovereignty here is actually of a factual nature. It actually lacks a de jure basis for validity. Most people don't understand or realize that. I mean, that has some dangerous implications, does it not? Especially if we communicated this knowledge widely to the public, that actually the laws that exist here are not actually valid. Could lead to potential chaos. So I think probably we should keep that knowledge a secret for the time being between us. My topic is called The Significance of Indigenous People and Remedial Rights in a State of Decolonization. What it has to do with Section 1, I do not know. Actually, I do know. My argument is basically that the Charter, and indeed Section 1, doesn't apply to a lot of the government initiatives that benefit Aboriginal peoples in Canada, given the decolonizing nature of our state as we know it today. First of all, I want to say that in a liberal democracy like Canada, which has a history of colonization, including the destruction of Indigenous structures of authority as part of that history, contemporary relations between the state and Indigenous peoples are now characteristic of remedial and corrective measures which are intentionally designed or have the effect of positively addressing some of the harms caused to the people's Indigenous and the respective structures of authority that they operate under. We now live in a time of decolonization. Indigenous decolonization has taken place in Canada on a variety of fronts from a variety of perspectives. There are a number of initiatives that now exist
designed to address the negative effects of colonization on Aboriginal peoples and their institutions. These initiatives come in all shapes and sizes. Some are comprehensive in nature, such as Aboriginal land, resource, and self-government agreements, and they are of varying complexity and scope. Others are targeted within existing Canadian governmental departments, responsibilities, and agendas. There has been such a growth, I would say, in Aboriginal specific programs and services over the last few decades. It makes Section 35 of the Constitution that recognizes and affirms common law Aboriginal rights pale and somewhat insignificant in comparison, although to no small part by the court's interpretation of Section 35 in a rather meaningless way. In this time of decolonization, it's important for governments and courts to understand and appreciate that these initiatives have a reparative quality to them that distinguishes them from general public programs and benefits that they address either directly or indirectly the harms experienced by Indigenous structures of authority. In short, many Aboriginal specific programs or policies are designed to have the effect or intention of repairing Indigenous peoplehood, governments, and jurisdictions, and thus contribute to enhancing collective self-determination. My contention, given this state of decolonization and the programs that promote it, is that the Charter is exempt, or that citizens are exempt from their ability to use the Charter to challenge these kinds of initiatives. And I'll explain why in a minute. So it means the fact that the Charter doesn't apply, it's incommensurate with these programs because of their inherent reparative nature of peoplehood corrective remedial benefit. And so Section 1 doesn't need to justify the existence of these programs and benefits that target Aboriginal people specifically because of this quality that's inherent in the nature of these programs and services. Challenges to these initiatives under the Charter by individual Canadians, as a result, will by definition implicate the decolonial, remedial nature of the rights or the benefits that these programs offer. And as a result are qualitatively different from the kind of fundamental rights that individuals might complain against the state for violation of their individual charter rights because of discrimination or otherwise. Certain implications arise because of this conceptual distinction, namely that the only relevant charter provision applicable to challenges against Aboriginal specific legislation and policy that has this reparative, decolonial, remedial nature to it is Section 25 of the Charter. We don't have to go to Section 1, nor do we have to go to Section 15.2 if someone's arguing that the Aboriginal specific program discriminates against them based on race, for example. We don't get to Section 15.2. We don't get to Section 1. All we have to do is go to Section 25. And Section 25 says Aboriginal and treaty rights are the Charter, for example. The Charter is not to abrogate or derogate against Aboriginal treaty rights and other rights. So the Section 25 of the Charter specifically identifies non-constitutional Aboriginal rights as benefiting from that provision, so that any program or any charter challenge can be prevented right from the get-go of these types of programs, services that benefit Aboriginal peoples.
Now, how do we, I want to put this in a bit of a context. We have to acknowledge, of course, the collective harm of colonization. The various government programs and benefits that accrue to Aboriginal peoples that I just talked about. Programs like land claims agreements, self-government agreements, firearms legislation regulations that allow Aboriginal hunters to hunt in situations where others are not able to. Section 718.2E of the Criminal Code can even be thought of as another right that Aboriginal peoples can benefit from and therefore gain the protection of Section 25. These kind of provisions recognize that we are in a state of decolonization. The impact of colonization, which includes various degrees of genocide, from outright extermination to cultural genocide by way of taking children to the residential schools, has of course not escaped the attention of contemporary Canadian society. Summaries that attempt to capture the totality of this experience exist in the scholarship and government reports. The most profound report, which I think, is without doubt the 1996 Royal Commission report on Aboriginal peoples and its massive 6-volume report. It is perhaps the most thorough and authoritative account of colonization in Canada. It draws a powerful and in a powerful and compelling way the direct relationship between past policies of Aboriginal displacement, dispossession, dependency and assimilation, and the present unacceptable social and economic conditions of most Aboriginal communities. In fact, barely a day goes by when you don't see in the media some reference to Indigenous living conditions that are considered unacceptable. Poor water, no water, poor housing or no housing, economic displacement, dispossession, etc. I don't want to go into too much detail. The 1996 Royal Commission report remains profound today in 2012. Unfortunately, not so much for its comprehensive substantive analysis nor its extensive and detailed recommendations for positive change, but because it receives little attention these days. Its value and significance is quickly washing away under the ever-present status quo. But of course, that's not to say that the totality of the various accounts of Indigenous colonization has not had an impact on the Canadian conscience. Canadians appreciate this history and the present ramifications on Indigenous well-being and health. Canadian governments have reacted to this through various programs and benefits that are targeted at people specifically. These benefits and programs that target Aboriginal people specifically have a remedial peoplehood reparative quality to them, either directly because of the initiative, but if it's self-government and it's directly trying to rebuild Indigenous structures of authority, or less directly in terms of building up the capacity of the Aboriginal community through employment programs or otherwise. They have this reparative quality to them. They're not just about addressing Aboriginal peoples as individuals who have a need for building up their substantive equality so they can have the same opportunities as other Canadians. You know, they've experienced that, albeit collectively. But many of these programs have, in addition to that quality, this building up of the political institutions themselves. So we're talking about not only rights that benefit individual Aboriginal people, but rights that benefit Aboriginal political collectivities. And it's because of that quality that makes any challenge by an individual under the Charter
against a program that has that benefit or that quality to it inappropriate, because it's like a challenge against an arrangement between the Canadian state and Aboriginal peoples as political entities entitled to jurisdictional respect and governance. So you're challenging people's relationships. You're challenging the creation of jurisdictional understandings. Individuals who have complaints about discrimination can't justify challenging that kind of program that has that quality to it. Can't justify it. It's like, in a tort law context, it's like a defendant who has an obligation to pay compensation to the plaintiff also wanting to be compensated in part from the compensation they're paying the plaintiff. You can't be part of the state that acknowledges a reparative need to build up Indigenous peoples and also want to be part of that at the same time. So some of the cases that challenge some of these programs, like the CAP case, which provided Aboriginal fishers with an extra day to fish ahead of the mainstream commercial fishers, was challenged under Section 15. And the Supreme Court of Canada said Section 15.2 is an ameliorative program. And so that program is protected. But I'm saying the court failed to understand this other reparative dimension of that kind of arrangement, that kind of agreement with the Coast Salish First Nations and the government and the Fisheries Department. They forgot to understand that the quality, the reparative people quality to that agreement. So it takes it out of charter challenge. Takes it out of charter challenge. The courts don't have to use Section 1 to justify that kind of a program. Or Section 15 to justify that kind of a program. Section 15.2. It's not an ameliorative program. It's a decolonization initiative to repair the destruction that Indigenous polities have had as a result of colonization in Canada. And the courts need to understand that dimension, as well as the individual equality, substantive benefit dimension of it as well. So I actually didn't get near where I wanted to get to in terms of the time, but I'd be happy to address any questions after it. I just want to leave with the point that more attention needs to be paid to Section 25 of the Charter that protects these initiatives from charter challenge that is currently being considered by the court. Spencer. D'entrée de jeu, je voulais remercier les organisateurs de la présente conférence de m'avoir invité à participer à ce panel sur l'article 1er, les langues officielles et les peuples autochtones. D'entrée de jeu, je confesse que, à titre de défendeur de la position du procureur général du Québec dans le dossier Nguyen, une personne raisonnable, bien informée, pourrait douter de mon impartialité dans les commentaires que je vais formuler à l'égard de la justification qui est intervenue dans l'affaire Nguyen. L'arrêt Nguyen illustre bien les écueils que doivent rencontrer les procureurs généraux pour tenter de justifier au sens de l'article 1er une limitation aux droits à l'instruction qui sont protégés par l'article 23 de la Charte canadienne. Je pense que nous pouvons affirmer, sans risque de se tromper, que le caractère particulier de ces droits, notamment en raison du fait qu'ils visent à assurer la protection des communautés linguistiques minoritaires au pays et à favoriser leur épanouissement, explique sans doute pourquoi les tribunaux se sont montrés aussi exigeants dans l'application des critères de l'arrêt Hawke pour justifier une atteinte à ces droits. D'ailleurs, dans l'arrêt Nguyen, les intimés prétendaient même que s'ils tentaient que la Cour suprême devait conclure qu'il y avait violation, paragraphe 23.2, on ne pouvait même pas procéder à une justification. Bien sûr, nous étions confiants que le plus haut tribunal du pays reconnaisse la possibilité de pouvoir sauvegarder, selon l'article 1er, une limitation aux droits garantis à l'article 23.
ce qu'a confirmé la reine Guyenne, mais nous étions quand même aussi conscients que l'exercice serait difficile. En effet, à ce jour, aucune atteinte à l'article 23 n'a pu être sauvegardée en vertu de l'article 1er. De fait, nous pensions pouvoir éviter de recourir à la justification, car comme plusieurs experts en droit constitutionnel l'ont souligné, une interprétation contextuelle du paragraphe 23.2 permettait de soutenir que les mesures législatives en cause ne contrevenaient pas à ce paragraphe. En effet, en considérant le contexte historique et social et le fait que l'article 59 de la loi constitutionnelle de 1982 limite les catégories de bénéficiaires dans le Code du Québec, en stipulant que l'alinéa 23A ne peut s'appliquer qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, il y avait lieu de croire que le constituant n'avait pas souhaité remettre en question le choix fondamental qui avait été fait par l'Assemblée nationale en adoptant la Charte de la langue française, à savoir de faire du français la langue de l'instruction pour les francophones et les allophones. Or, comme nous l'examinerons après, les mesures législatives contestées dans la reine Guyenne avaient pour but de mettre fin à la pratique des écoles passerelles et de l'achat de droits par des personnes qui appartenaient spécifiquement à ces deux groupes, qui ne sont pas membres, à prime abord, de la minorité linguistique anglophone du Québec. La Cour suprême a rejeté ce moyen en affirmant que les droits accordés par le paragraphe 23.2 s'appliquent indépendamment du fait que les parents ou les enfants fassent partie de la communauté minoritaire. Il est également possible de ne pas assimiler l'instruction reçue dans une école privée non subventionnée à celle reçue dans une école de la minorité et de conclure qu'elle n'est pas protégée par l'article 23. En effet, les écoles privées non subventionnées au Québec, souvent de langue anglaise, sont ouvertes à tous les enfants québécois et sont souvent utilisées par de nombreux parents francophones ou allophones comme un lieu d'apprentissage souvent transitoire d'une langue seconde pour leurs enfants. Aussi, ces écoles ne sont pas financées par l'État, contrairement à ce qui est requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 23 de la Charte canadienne. La Cour a également rejeté cette prétention en affirmant que le paragraphe 23.2 ne distingue pas entre l'enseignement public ou privé, subventionné ou non. Pourtant, dans l'arrêt Solski, la Cour suprême a fait une nette distinction en se fondant sur la nature de l'enseignement, en refusant de reconnaître que les programmes d'immersion en français dispensés dans les provinces à majorité anglophone pouvaient être assimilés aux programmes d'enseignement dans la langue de la minorité aux fins de l'article 23 de la Charte canadienne. En rejetant les moyens avancés par le procureur général du Québec sur l'atteinte, il devenait nécessaire de procéder à la justification des mesures législatives selon la méthode établie dans l'arrêt Oaks. Compte tenu du temps limité qui m'est imparti, je souhaitais aborder les trois thèmes suivants. D'abord, comment l'identification et l'énonciation des objectifs législatifs par la Cour a eu un effet déterminant sur le résultat à l'étape de la proportionnalité, notamment au stade du critère de l'atteinte minimale. En second lieu, j'examinerai la question des moyens moins attentatoires et la nécessité de permettre aux législateurs d'atteindre réellement ces objectifs en matière linguistique. Enfin, pourrions-nous envisager, était-il envisageable de moduler le critère de proportionnalité en considérant le principe du fédéralisme, notamment en tenant compte de la dynamique linguistique particulière au Québec? J'aborde mon premier thème. La doctrine et la jurisprudence ont souligné comment le premier volet du test de l'arrêt Oaks portant sur l'identification de l'objectif visé par les mesures est étroitement lié à l'analyse de la proportionnalité. S'il faut se fier à l'expérience depuis la mise en œuvre du test de Oaks, il sera très rare qu'un objectif législatif ne soit pas considéré comme suffisamment important pour satisfaire aux conditions de l'article 1er. De fait, les mesures gouvernementales ont rarement été jugées invalides à cette étape de l'analyse. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette étape dans le processus de justification, puisque c'est dès celle-ci que les tribunaux identifient et énoncent les objectifs poursuivis par le législateur, ce qui influence fortement le résultat à l'étape de l'atteinte minimale. Il est à souligner que la Cour n'a jamais établi une méthodologie précise pour déterminer les objectifs, contrairement, par exemple, à ce qu'elle a fait en matière de partage des compétences pour déterminer le caractère véritable d'une loi. On peut penser que les tribunaux ont toujours souhaité disposer d'une latitude leur permettant d'apprécier les objectifs déclarés par le législateur. Il convient de faire un bref rappel des mesures législatives en cause dans l'affaire Guyenne pour démontrer comment l'énonciation et la formulation des objectifs retenus par la Cour suprême rendaient quasi impossible
toute justification à l'étape du critère de proportionnalité, notamment au deuxième sous-critère, le fameux critère de l'atteinte minimale. Lors de l'adoption de la charte de langue française, les écoles privées non subventionnées, qui répondaient aux besoins de certains groupes et occupaient une place marginale dans le réseau scolaire québécois, n'ont pas été assujetties au principe premier de la charte de la langue française qui fait du français la langue obligatoire de l'enseignement primaire et secondaire au Québec. Il était donc possible pour des francophones ou allophones de faire instruire son enfant dans la langue anglaise dans la mesure où il assumait la totalité des frais de scolarité qui se rattachaient à l'accès de ce type d'école. Pour la minorité anglophone au Québec, leurs droits ont toujours été protégés sur l'entièreté du territoire et bien sûr, ils n'étaient pas visés par le principe premier de la Charte de la langue française. Au fil du temps, la non-application de l'article 72 aux écoles privées non subventionnées a donné lieu à la pratique qui consistait à utiliser l'enseignement reçu en anglais au Québec par un enfant dans une école privée non subventionnée pour lui permettre d'acquérir, de même que pour lui, ses frères et sœurs, ainsi que ses descendants, un droit constitutionnel à l'enseignement en anglais dans le réseau public, privé ou subventionné à même des fonds publics. Ce phénomène se manifestait de deux façons. Soit par un court passage dans une école privée non subventionnée, ainsi les parents obtenaient pour leur enfant le droit constitutionnel à l'enseignement en anglais dans le réseau de la minorité. Par exemple, une personne qui n'avait pas le droit de recevoir l'enseignement en anglais pour son enfant pouvait invoquer le passage d'une année de son enfant dans une école privée non subventionnée pour prétendre qu'en vertu du paragraphe 23.2, son enfant avait le droit de continuer de recevoir son instruction en anglais dans le réseau public de la minorité anglophone. Il faut remarquer que sur cet aspect, la Cour suprême a réglé le problème en affirmant que de tels parcours scolaires ne rencontraient pas le critère de l'engagement authentique, puisque les écoles en cause avaient pour but avoué de contourner les dispositions de la Charte de la langue française. La seconde façon était celle où, pour poursuivre leur éducation dans la même école privée non subventionnée au secondaire, certains parents devaient obtenir pour leurs enfants un certificat d'admissibilité parce que pour l'instruction au cycle secondaire, le gouvernement du Québec octroyait une subvention à l'établissement. En d'autres termes, les parents des enfants n'avaient pas à demander de certificat d'admissibilité pendant toute la durée des études primaires, car ils assumaient la totalité des coûts de l'instruction de leur enfant. Mais ils devaient le faire au secondaire, puisque l'école n'était plus considérée comme une école privée non subventionnée en raison du financement gouvernemental accordé à l'établissement. Sur cette deuxième façon, la Cour suprême n'a fait aucun commentaire spécifique. Et ce, même si le parcours scolaire a été initié en quelque sorte par l'achat d'un droit constitutionnel, puisque l'accès à cette catégorie d'écoles prestigieuses dont les frais de scolarité sont exorbitants était réservé aux seuls parents qui en avaient les moyens financiers. Il semble que la durée du parcours scolaire des enfants pendant toutes leurs études primaires en anglais permettait aux yeux de la Cour de distinguer cette situation de la première. Pour entrer dans le temps qui m'est imparti, je vais me rendre un peu plus loin dans mon plan. Pourtant, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale ne faisaient pas une telle distinction. Or, bien qu'elle indique que le problème des écoles passées était visé par l'adoption de ces mesures, la Cour suprême a quand même retenu un objectif plus général, soit la protection et la valorisation de l'enseignement du français lorsqu'elle procède à l'analyse de la proportionnalité de la mesure adoptée. En énonçant l'objectif du gouvernement en ces termes qui lui conférait une portée aussi vaste, la Cour a décidé de ne pas considérer les objectifs plus spécifiques qui étaient poursuivis par le législateur et que nous avons identifiés précédemment. Comme l'a si bien fait remarquer le professeur Hall dans son ouvrage Constitutional Law of Canada, en définissant un objectif d'une façon générale, il est souvent plus facile pour un tribunal de trouver un moyen moins attentatoire et de conclure que la solution envisagée par le législateur est discriminatoire. À l'inverse, lorsque l'objectif est énoncé de manière plus étroite et spécifique, il est plus facile de rencontrer le critère de proportionnalité, car il est difficile de trouver une solution de rechange moins attentatoire permettant de réaliser efficacement l'objectif déclaré par le législateur.
En l'espèce, la Cour a conclu que malgré la croissance du nombre d'enfants pouvant se faire admettre dans le réseau public anglophone par un passage dans une école privée non subventionnée, celui-ci reste relativement faible et ne constitue pas une menace pour l'établissement de la protection de la langue française. En revanche, si la Cour avait retenu l'objectif spécifique du législateur québécois tel qu'il ressortait des débats parlementaires, il va de soi que la seule façon de traiter l'ensemble des citoyens du Québec de façon égale et de mettre fin à la pratique des 2 poids, 2 mesures, laquelle permettait à un petit groupe d'avoir la faculté d'acquérir un droit constitutionnel à l'enseignement en anglais, était de ne pas considérer le parcours scolaire dans une école privée non subventionnée, et ce, peu importe sa durée. On peut même penser que parmi le choix qui s'offrait à lui, le législateur québécois a opté pour la solution la moins attentatoire en continuant de permettre la fréquentation d'écoles anglaises privées non subventionnées, mais en éliminant uniquement l'effet pervers en résultant. En somme, dans une perspective plus large, la problématique entourant la détermination et l'énonciation des objectifs illustre la tension qui existe entre les attentes des législateurs quant à la réalisation réelle des objectifs poursuivis par une mesure législative et la latitude que les tribunaux souhaitent disposer dans l'examen des critères de l'atteinte minimale afin de déterminer s'il existe une solution de rechange moins attentatoire, malgré qu'elle ne permette pas nécessairement de rencontrer totalement l'objectif déclaré. En fait, la jurisprudence récente de la Cour suprême dans l'affaire des utérites nous illustre bien cette tension où la majorité, l'opinion majoritaire rédigée par la juge McLaughlin privilégie une approche plus stricte permettant au gouvernement de rencontrer tous ses objectifs et les dissidents, notamment l'opinion du juge Lebel, laissent entendre qu'on pourrait avoir une approche plus souple et qu'on pourrait même remettre en question les objectifs du gouvernement dans la recherche d'une solution moins attentatoire. En terminant, je voulais revenir sur notre tentative de faire appliquer le processus, pardon, pas le processus, mais le principe du fédéralisme au stade de la justification au regard de l'article 1. Il faut souligner que dès la formulation du critère de l'arrêt Oaks, le juge Dixon avait envisagé que le respect de chaque culture et chaque groupe était l'un des principes essentiels se rattachant à une société libre et démocratique. Plus concrètement, dans l'affaire Advent-Scotting, le juge Lebel a reconnu la pertinence du principe du fédéralisme dans le cadre de la justification. Il faisait remarquer que toute bonne analyse de la notion de l'atteinte minimale mettant en cause une loi provinciale doit tenir compte des différences entre les provinces et des solutions propres à chacune d'elles dans un régime fédéral. Aussi, dans Solsky, la Cour rappelait que le contexte historique et social propre à chaque province doit être pris en compte dans le cas où une justification au sens de l'article 1er est nécessaire. Dans la mesure où la Cour suprême retenait un test uniforme dans la détermination des ayants droit au sens du paragraphe 23.2, nous espérions qu'elle soit plus encline à l'étape de la justification à tenir compte de la situation particulière du Québec au sein du Canada, notamment de considérer la dynamique linguistique particulière du Québec et les différences entre la situation vécue par la communauté minoritaire anglophone du Québec par rapport à celle des minorités francophones. Selon nous, la Charte canadienne ne requiert pas l'uniformité ou une forme d'homogénéisation des solutions partout au Canada. Là encore, le moyen soutenu par le procureur général du Québec n'a pas été retenu par la Cour. On peut penser que la protection des droits linguistiques des minorités, qui constitue également un principe fondamental de la Constitution canadienne, ne permettait pas de faire jouer pleinement le principe du fédéralisme. La Cour devait trouver un certain équilibre entre ces deux principes fondamentaux. Mais en définitive, lorsqu'on regarde le résultat de l'arrêt Nguyen, peut-être dans une perspective gouvernementale propre au gouvernement du Québec, force est de constater que les préoccupations à l'égard de la vitalité et l'épanouissement de la communauté linguistique minoritaire ont été plus déterminantes que le fameux principe du fédéralisme. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Alors bonjour tout le monde, merci pour cette belle invitation. Je vais poursuivre dans la même lignée en ce qui concerne l'application de l'article 1 dans le contexte des droits linguistiques, mais dans une perspective un peu plus large. Mon collègue a parlé d'une décision en particulier. Moi, je me suis posé la question à savoir si le test de Hawkes, tel qu'il est là, on sait qu'il peut être modulé, souple, plus strict, etc. Est-ce qu'il est approprié? Est-ce qu'il peut être adapté dans un contexte de droit linguistique compte tenu de la différence entre les droits linguistiques qui sont plus à dimension collective ou même certains droits linguistiques sont carrément collectifs quand on parle de gestion scolaire, par exemple. Contrairement aux autres droits qui sont prévus dans la Charte, qui sont plus à dimension plutôt des droits individuels. Donc, la jurisprudence a reconnu depuis longtemps en matière linguistique que les droits sont à caractère réparateur, que ces droits ont une dimension collective, comme je disais tout à l'heure. Par contre, il y a beaucoup de jurisprudence sur les droits linguistiques, sur la violation ou non de droits linguistiques, mais par contre, dans tous ces jugements-là, il y a peu de jugements qui se sont rendus à la démarche ou qui ont abordé la question de la justification de ces violations de droits linguistiques. Donc, compte tenu du peu de jurisprudence et du fait que ces droits sont différents des autres droits qui sont prévus dans la Charte, on peut se poser la question à savoir si le test de Hawkes, qui a été développé plus dans un contexte de droit individuel, peut être adapté dans un contexte de droit linguistique. Donc, parce qu'on va avoir, dans le contexte du test de propriété, dans le test de proportionnalité, à sous-peser non pas des droits individuels avec les intérêts de la société, mais bien des droits collectifs avec d'autres droits collectifs de la société qui elle-même doit tenir compte de ces minorités. Alors, on peut se poser la question si ce test peut être appliqué exactement de la même façon. Alors, pour essayer de trouver des éléments de réponse, pour essayer de trouver quels sont les éléments dont on doit tenir compte dans le contexte de l'analyse du test de Hawkes, je me suis attardée à trois choses. D'abord, aller vérifier la jurisprudence canadienne qui a appliqué le test de l'article 1 dans le contexte des droits linguistiques. Je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 3 jugements de la Cour suprême, donc il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, aller voir comment on a réagi dans ces jugements-là. Ensuite, aller voir dans le droit comparé, le droit international, comment on analyse des justifications à des droits collectifs, des justifications de violation à des droits collectifs ou à dimension collective, et finalement, d'une manière comparée avec le droit autochtone, qui est un autre type de droit, ou enfin le seul autre type de droit collectif qu'on a chez nous. Alors, d'abord, avant d'aller voir ces 3 aspects-là, juste un petit rappel pour vous situer très brièvement. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est important de vous situer quels sont ces fameux droits linguistiques. Ils sont quand même limités en termes de domaine, en termes même territorial, à quel endroit ces droits linguistiques s'appliquent au Canada, etc. Donc, je les ai divisés en 3. Il y a les droits linguistiques en matière législative, donc le fait d'adopter les lois en français, qu'on doit adopter les lois en français et en anglais. Donc, ça s'applique au fédéral, au Manitoba, et au Québec et au Nouveau-Brunswick. La même chose pour les droits linguistiques, le droit d'être entendu devant les tribunaux dans les mêmes provinces. Donc, il y a certains droits qui relèvent de la loi constitutionnelle de 1867 ou de 1870. Donc, bien sûr, ces droits-là ne sont pas soumis à l'article 1 parce qu'ils ne font pas partie de la Charte. Par contre, le paragraphe 17, 18 et 19 pourrait, en principe, être visé par l'article 1. Le deuxième type de droit linguistique concerne les services gouvernementaux, donc le fait d'obtenir des services en français et en anglais. Donc ça s'applique au fédéral, mais il y a une condition dans l'article 20 qui nous dit qu'il doit y avoir une demande importante. Donc il y a une condition de nombre, il y a déjà une limite dans l'article lui-même par rapport à l'application de ce droit-là. La même chose s'applique au Nouveau-Brunswick, mais sans cette limite de nombre. En fait, tous les bureaux au Nouveau-Brunswick doivent offrir les services dans les 2 langues. Finalement, le droit à l'éducation, dont vous avez entendu parler par mon collègue juste avant, donc le droit d'aller à l'école de la minorité, le droit à l'éducation en anglais au Québec, le droit à l'éducation en français dans les autres provinces, donc qui sont accordés pas à n'importe qui, à certains bénéficiaires bien spécifiques, dont je n'entrerai pas dans le détail parce que ce serait assez long. Mais bon, on voit que c'est pas accordé à tous, mais il y a quand même ce droit-là qui est accordé.
Donc maintenant, si on regarde, est-ce que quand il y a une violation de l'un ou l'autre de ces droits-là, comment la jurisprudence canadienne a réagi pour vérifier la justification d'une violation? Donc, ce que j'ai constaté en regardant la jurisprudence, c'est que bien souvent, on conclut à la violation et on ne se rend pas nécessairement à la justification. Pour quelle raison? Est-ce que ça n'a pas été allégué? Est-ce que implicitement on le fait, mais pas de façon détaillée, le test? Je vais vous expliquer un peu pourquoi je dis ça tout à l'heure, mais bon, on constate qu'on ne va pas toujours dans le test de l'article 1. Il y a 3 décisions de la Cour suprême qui est allée vérifier cette justification de la violation. Dans les 3 cas, c'était des lois qui étaient en cause et ça concernait une violation de l'article 23, donc du droit à l'éducation. La première affaire, l'affaire Québec Association, a été rendue avant l'affaire Oakes, donc on n'a pas appliqué le test de Oakes, bien sûr, mais on est quand même allé voir la justification sous l'article 1, alors qu'on n'avait pas encore de test, et on est arrivé à la conclusion que la loi en question avait pour effet de déroger à l'article 23 et non pas seulement de limiter cet article-là. Et la Cour a dit, bien, les droits linguistiques ne sont pas soumis à la clause dérogatoire de l'article 33 de la Charte. Comme elle n'est pas soumise à cette clause-là, on ne peut pas déroger aux droits linguistiques, donc on ne peut pas se servir non plus de l'article 1 pour déroger. Donc, quand un droit, la loi ici elle portait tellement en tête à 23 que ça équivalait à une dérogation, donc ça ne pouvait pas se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. Suite à ce jugement-là, on s'est souvent posé, il y a eu des débats dans la doctrine, à savoir est-ce que finalement l'article 1 peut s'appliquer dans un contexte de droit linguistique. Les 2 tendances étaient là. Mais on l'a appliqué par la suite et l'affaire Nguyen est venue mettre un terme à ça en disant clairement dans le jugement l'article 1 s'applique au droit linguistique. L'affaire Mahé, en 1990, donc il y avait une violation, il y avait plusieurs choses dans l'affaire Mahé, mais entre autres, il y avait un règlement qui prévoyait 300 heures minimum d'anglais dans les écoles françaises en Alberta. Donc, cette disposition-là a été déclarée inconstitutionnelle parce qu'elle violait l'article 23 qui dit que quand on peut recevoir notre éducation dans la langue de la minorité, ça veut dire recevoir tout son curriculum dans cette langue-là. Et donc, oui, il peut y avoir des cours de langue. Si tout se fait en français, il va y avoir des cours d'anglais, bien sûr, à côté, le cours de langue, mais ça ne doit pas prendre autant d'heures que ça. Donc, quand on a vérifié si ça se justifiait de prévoir autant d'heures, au niveau de l'étape de l'objectif important, la Cour semble avoir reconnu que le fait de vouloir, pour le gouvernement de l'Alberta, assurer qu'il y ait une certaine mesure d'enseignement dans la langue de la majorité parce qu'on est dans une province qu'il faut assurer une certaine intégration. Ça, c'est un objectif qui est important, d'assurer qu'on puisse connaître la langue de la majorité. Mais c'est au niveau de la tête minimale que le test n'a pas passé, mais pour une raison de preuve. Donc, on a dit, dans le cas de cette affaire-là, la preuve n'était pas suffisante pour démontrer qu'on avait besoin de 300 heures, que c'était pas... Peut-être que moins d'heures que ça pourrait se justifier, mais 300 heures, c'est exagéré, ça ne rencontre pas le test de l'atteinte minimale. Mais la Cour a laissé la porte ouverte que si on avait une preuve qui réussissait à démontrer que c'était suffisant, peut-être qu'on arriverait à quelque chose. Mais bon, le test n'a pas passé. Et finalement, dans l'affaire Nguyen, encore là, on a reconnu l'objectif qui a été reconnu comme important était d'assurer ou de protéger la vulnérabilité de la langue française au Canada et au Québec. Ça, c'est un objectif qui est important, mais l'atteinte était exagérée dans la Charte de la langue française. Donc, dans les 3 cas, on ne s'est jamais rendu au bout du test, finalement, on ne sait pas comment on l'applique partout. Le seul qui l'a appliqué dans le détail, c'est Nguyen. Dans les autres, on est tout de suite allé à l'atteinte minimale sans faire la division du test de Oakes, finalement. Mais dans les 3 cas, l'atteinte au droit linguistique ne se justifiait pas. Par contre, là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parfois on ne va pas à la 2e étape, mais dans plusieurs jugements où était en cause pas des questions nécessairement d'une loi, mais bien d'une décision gouvernementale ou d'une décision prise en vertu d'une règle de droit, par exemple la décision d'ouvrir une école ou la décision d'établir tel programme, etc.,
Bon, dans des cas où on arrivait à la conclusion que ces décisions violaient le droit à l'éducation, tout de suite après, la Cour a pris le soin de préciser que même si ça violait les droits linguistiques, ça ne pouvait pas, les coûts engendrés pour les raisons qui justifiaient pourquoi on avait établi tel programme ou autre en éducation, qui violait le droit à l'éducation, le fait que ça coûte cher, les inconvénients administratifs, ce ne sont pas des raisons pour aller ou pour violer des droits linguistiques. Donc, par ce commentaire qui revient dans tous les jugements, que les coûts et les inconvénients administratifs ne sont pas des raisons pour justifier des violations des droits, on peut penser que la Cour, finalement, ce qu'elle dit, c'est que rendre tout de suite à l'étape de l'objectif important, c'est-à-dire ici éviter des coûts, n'est pas rencontrée dans un contexte comme ça. Donc, dans la plupart des cas, ce qu'on justifie pour violer les droits linguistiques, c'est des raisons financières, des raisons administratives, et la Cour nous dit ça, c'est pas un objectif important. Donc, on ne passe pas à travers le test, mais en faisant ce commentaire-là, on dit tout de suite que le test échoue à la première étape. Donc, ça, c'est notre jurisprudence, c'est là qu'on en est, on n'a pas autre chose par rapport à ça. Si on regarde dans les instruments internationaux, rapidement, on constate que les dispositions qui prévoient des justifications à des violations de droits collectifs, il n'y en a pas. À chaque fois qu'on regarde dans un instrument international où on prévoit des justifications, donc des clauses semblables à notre article 1, c'est toujours par rapport à des droits individuels. Si on regarde dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, on n'a pas d'article général comme notre article 1 de la Charte, c'est des articles la justification est permise à chacun des articles spécifiques. Donc, je vous donne un exemple. À l'article 21, on nous dit « Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules instructions imposées conformément à la loi qui sont nécessaires dans une société démocratique. » Donc, on le fait pour chaque article, pour chaque droit individuel. Et quand on arrive au seul droit collectif qui est prévu au pacte, c'est-à-dire l'article 27, on ne prévoit pas de justification possible. On donne le droit et on ne prévoit pas de justification possible. Donc, on traite différemment la façon, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas justifier des violations à des droits collectifs, mais on peut penser que les États ont voulu faire une distinction dans la démarche qui serait appliquée par rapport à une justification de violation de droits individuels versus une justification de droits collectifs. Je passe rapidement parce que le temps file, mais si je peux vous donner un autre exemple, la Déclaration des Nations Unies, vous voyez ici, sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, linguistiques et religieuses. Dans cette déclaration-là, on prévoit des droits collectifs qui sont vraiment énoncés. Les personnes appartenant aux minorités ont droit à l'école, ont droit à des institutions culturelles, etc. Et on prévoit aussi des obligations corrélatives de l'État. L'État doit mettre en œuvre des mesures pour assurer que les minorités auront ces écoles, auront ces associations, etc. Donc, dans la déclaration, on prévoit un droit et, en plus, une obligation corrélative de l'État de respecter, de mettre en place des mesures pour assurer le respect de ces droits-là. Et on ne prévoit pas de justification possible pour ne pas respecter ces droits-là. En droit canadien, dans notre jurisprudence par rapport au droit linguistique, la jurisprudence a reconnu que dans ces droits était inclus une obligation corrélative, une obligation positive de la part de l'État d'adopter des mesures, de faire des choses pour qu'il y ait une école, pour qu'il y ait des services qui soient offerts dans les deux langues. Donc, à l'intérieur, compte tenu de notre jurisprudence, on a inclus à l'intérieur de ces droits linguistiques une obligation positive de l'État, de la même façon qu'on le retrouve en droit international. Donc, on peut penser qu'on peut s'inspirer aussi de ce qui se passe en droit international, c'est-à-dire qu'on considère, qu'on évalue d'une façon différente les droits qui sont la justification de violation de droits individuels versus la justification de droits collectifs. Par rapport aux droits autochtones, les droits autochtones, notre collègue l'a dit tout à l'heure, ne sont pas, l'article 35 n'est pas sujet à l'article 1 de la Charte. Par contre, la jurisprudence a développé un test semblable au test de Hawkes pour vérifier des justifications
à des violations à l'article 35. Donc, on a jugé qu'il y avait une obligation implicite pour l'État de justifier toute mesure législative qui a un effet préjudiciable sur les droits des peuples autochtones. Donc, on peut penser que bon, ce test-là est différent. Il ressemble au test de Hawkes. Première étape, on analyse quel est l'objectif derrière la mesure qui viole les droits autochtones. Et ensuite, rendu au test de proportionnalité, on met dans le test, oui, je vais terminer, on met dans le test le principe de la responsabilité du gouvernement de protéger les Autochtones. Or, on peut faire un peu le parallèle en droit linguistique où il y a une obligation, dans les principes sous-jacents de la Constitution, de protéger les minorités. Donc, parce qu'on a une obligation de protéger, on a une obligation positive. Quand on applique le test de Hawkes, on devrait arriver dans le test de proportionnalité à intégrer aussi, donc à tenir compte de cette obligation positive. Donc, juste rapidement, si vous me donnez une minute, je vais pouvoir conclure, puis vous allez un peu plus comprendre pourquoi je vous ai tout parlé de ça. Alors, si on applique ce qu'on a par rapport à la jurisprudence canadienne, par rapport au droit international et au droit autochtone, on peut essayer d'appliquer le test d'une manière un peu adaptée au droit collectif. Donc, par rapport à l'objectif important, quel objectif peut être allégué pour violer des droits linguistiques? On sait d'abord que la jurisprudence a écarté les coûts et les raisons administratives. Donc, ça, ce ne serait pas un objectif qui serait important. Ce qui veut dire, parce que c'est souvent l'objectif qui est allégué, que le test devient déjà difficile à remplir parce qu'on ne peut pas alléguer cet objectif-là. Protéger la vulnérabilité de la langue française, ça a été reconnu dans NGUIN. Par contre, dans les autres provinces, protéger la langue anglaise, je ne suis pas sûre que c'est aussi facile à défendre. Donc, pour les communautés de langue francophone dans les autres provinces, c'est plus facile de démontrer que le test ne remplit pas l'objectif. Et finalement, je m'excuse, je prends du temps, pour le moyen proportionnel, comment on doit envisager l'analyse de la proportionnalité dans le contexte de tout ce que je vous ai dit. Donc, on doit tenir compte que c'est des droits collectifs, on doit tenir compte qu'il y a une atteinte aux droits, mais qu'il y a une obligation aussi qui est prévue dans ces droits-là, une obligation positive de l'État. Ce qui veut dire que quand on va faire la preuve de l'atteinte minimale, non seulement il va falloir démontrer que la violation, elle est minimale, elle n'est pas exagérée, mais il va falloir démontrer aussi que le fait que l'État n'ait pas pris de mesures positives, ça aussi, ça a été fait d'une manière non exagérée. Si l'État a pris zéro mesure, c'est clair que le critère de l'atteinte minimale ne serait pas rempli dans une analyse comme ça. Parce que l'article des droits, les dispositions des droits linguistiques prévoient non seulement un droit, mais une obligation. Donc, il va falloir prouver pourquoi l'État n'a pas agi, et non seulement pourquoi il y a une violation. Dernière chose, il faudra aussi tenir compte que les droits linguistiques sont limités en soi. Je vous ai dit, ils sont limités en termes de domaine, ils sont limités en termes de territoire, ils sont limités parfois même à l'intérieur de l'article, il y a une limite par rapport au nombre avant qu'il y ait une réparation, un droit qui soit donné. Donc, parce que le droit est lui-même limité, quand on arrive au test de la justification, il va falloir avoir un test beaucoup plus strict parce que c'est déjà limité, ce serait une limite à des droits qui sont déjà restreints, qui sont déjà limités. Donc, mon constat, compte tenu de la différence des droits collectifs versus des droits individuels, le test de l'article 1 dans un contexte de droit collectif devrait être beaucoup plus strict que dans un contexte de droit individuel. Je vous remercie. Je suis désolée pour le délai. Merci. Merci tout le monde. Je crois qu'il y a maintenant environ 10 minutes de questions. There are about 15 minutes for questions. Mon question, c'est
plutôt pour professeur Roy. J'ai beaucoup aimé votre présentation et j'ai des questions au sujet que les droits linguistiques sont des droits collectifs, mais quand il y a aussi une perspective individuelle du droit, comme dans les droits criminels, que vous pouvez avoir votre jour en les cours en la langue de votre choix. Quand on a le niveau individu au même temps que le niveau collectif, est-ce que comment ça change l'application de l'article 1? Alors, merci pour la question. Effectivement, avec le peu de temps qu'on avait, je n'ai pas pu rentrer dans les différences. Les droits collectifs sont... Ça ne fonctionne plus. Oui, donc les droits collectifs sont soit à dimension collective, mais donc quand je dis à dimension collective, c'est donc qui sont, comme vous le dites, individuels, mais qui sont soutenus par une raison derrière qui est collective. Et il y a aussi des droits qui sont plus collectifs. On pourrait effectivement dire, ben, le test, je vous ai dit, le test, il est variable. Le test de l'article 1, j'ai soutenu qu'il devrait être plus strict parce qu'on est dans un contexte de droit collectif qui implique des obligations positives de l'État, etc. Alors, est-ce qu'on va commencer à faire des distinctions entre certains droits qui sont plus individuels et d'autres qui sont plus collectifs à l'intérieur des droits collectifs? Peut-être. Peut-être que je n'ai pas la réponse, mais moi, je pense qu'il faut les considérer de manière globale parce que c'est non seulement la question de leur nature collective qui influence le test dont j'ai essayé de démontrer, mais aussi leur caractère réparateur. Et ça, le caractère réparateur, il est toujours là. Donc, je pense que le test devrait être quand même toujours strict. Mais il pourrait y avoir effectivement des gens qui auraient un argument différent. Mais là, à ce moment-là, on ferait des différences à l'intérieur même des droits. Merci. Peut-être juste une précision, dans Solski, la Cour suprême a quand même indiqué que les droits de 23 avaient comme une nature protéiforme, il y avait une dimension collective, mais aussi de droits individuels, probablement pour s'écarter un peu des catégories de bénéficiaires et de dire que même si on n'appartient pas historiquement à la minorité anglophone, il est toujours possible, à titre d'individu, par le paragraphe 23.2, d'aller chercher la protection de 23. Oh, there it is. I think we have time for one more question. This is for Professor Chartrand. First of all, I really appreciated your argument. That's something I've never thought of before. I think it's a really interesting idea. And I can understand how it would work with programs related to fishing or hunting or other Aboriginal rights that the court has recognized. But I'm just curious how you see it working with things like social programs and how you would articulate that as a right, and whether it's a right to decolonization or how exactly you would frame that. That's a very good question, thank you. I think we have to understand that a lot of these, like the Aboriginal fishing rights, particularly those that recognize Aboriginal governance jurisdiction, obviously fit within what I was describing. Social programs, at first glance, don't seem to fit necessarily. If so, they're only kind of indirectly enhancing the capacity of Indigenous polities, structures of authority. But that might be enough. I don't know what I've been thinking about what the threshold would be when you could say the program has that quality to render it exempt from charter challenge. I don't know what that threshold would be yet. I think we'd have to look at the purpose, the effect of the initiative, etc., and come at the end of the day to a conclusion that that quality is substantive enough, even in a social program, to warrant that kind of treatment under the Constitution. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre temps et vos commentaires. Thanks to everybody for being here this afternoon. And maybe we'll just end with a quick round of applause for our panelists. Merci beaucoup.